Bon après-midi à tous. Soyez les bienvenus au webinaire d'aujourd'hui. Je voudrais maintenant céder la parole à votre animatrice, Tania McDonald. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue à tous à notre troisième webinaire dans notre série de webinaires sur les prochaines étapes de la réponse à la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Aujourd'hui, le thème de notre présentation sera la prévention. Donc, j'aimerais aussi vous rappeler que ce webinaire sera offert en français aujourd'hui. Si vous voulez participer au webinaire en français, vous devez appeler la ligne téléphonique qui a été inclue dans votre invitation et qui figure aussi dans la boîte de clavardage. Donc, étant donné le contexte actuel aujourd'hui que l'on vit au Canada avec un nombre de cas de COVID-19 qui augmente et surtout dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour cette présentation. Nous sommes très heureux de vous présenter le plan d'action du ministère de la Santé et des Services sociaux de la province du Québec en préparation pour la deuxième vague de la COVID-19, donc qui figure, comme je vous ai dit auparavant, sous le thème de prévention. Je vais me présenter. Je suis votre modératrice aujourd'hui, Tania McDonald, directrice de programme à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Je serai votre modératrice aujourd'hui de mon bureau à Ottawa, qui est situé sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. J'ai le plaisir de vous présenter aussi nos conférencières pour la présentation aujourd'hui. Madame Diane Boyer, qui a une maîtrise en psychoéducation et une maîtrise en administration publique. Elle a plus de 40 ans d'expérience dans le réseau avec les jeunes et aussi avec les personnes âgées, surtout en CHSLD, donc en centre d'hébergement de soins de longue durée, et aussi en soutien à domicile. Et elle est maintenant chargée de projet depuis les dernières 5 années. J'ai aussi le plaisir de vous présenter Mme Andréane Réaume. Elle est infirmière de formation, chef territorial de la démarche Opus AP qui vise l'usage optimal des antipsychotiques dans les centres d'hébergement de soins de longue durée dans la province du Québec. Et elle est aussi fait partie de l'équipe de mentorat du Centre d'excellence sur le vieillissement du Québec au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale. Donc aujourd'hui, les objectifs de la séance sont d'apprendre l'approche utilisée au Québec pour prévenir les éclosions dans les établissements de soins de longue durée durant la deuxième vague de COVID-19, fournir aux organisations des stratégies concrètes pour prévenir d'éventuelles éclosions et faire connaître les prochaines étapes de la participation au programme de soins de longue durée et pandémie Apprendre ensemble. Donc, comme je vous ai mentionné au début de la présentation, cette présentation figure sous le thème de prévention. Et juste pour vous rappeler que prévention, on a quelques questions qui figurent sous ce thème, dont les établissements testent-ils régulièrement et systématiquement les gens, même en l'absence de symptômes? Les établissements sont-ils mis en place des protocoles rigoureux de traçage de contact? Les établissements imposent-ils le port de masques et d'autres mesures de prévention et de contrôle des infections? Les établissements ont-ils collaboré avec des partenaires pour optimiser les modèles de soins et réduire le nombre de prestataires extérieurs et fréquents à laquelle les résidents doivent sortir pour recevoir des soins? Et finalement, est-ce que les approches en place pour réduire le nombre de personnes qui attendent à l'hôpital pour d'autres types de soins ou qui ont besoin de soins de longue durée ont été adressés? Et je veux aussi remercier nos partenaires parce que ce programme, on ne le fait pas tout seul à la Fondation, donc on a beaucoup de partenaires qui sont avec nous afin de rendre possible ce programme à travers le pays. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Diane Boyer qui va vous présenter avec Mme Andréane Réaume le plan d'action pour la deuxième vague COVID-19 au Québec. À vous la parole, Diane. Oui, bonjour. Merci, Tania. Alors, bonjour à tout le monde. Bon après-midi.
vous allez voir, on essaie de faire ça rapidement. Le ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec, c'est un très, très, très grand ministère. Alors, les petits objectifs qu'on s'est donnés pour aujourd'hui, vous nous voyez, mais Tania nous a déjà présenté. Alors, ça va vraiment être axé surtout sur la pandémie puis les personnes âgées. Les autres clientèles vulnérables, enfants, protection de la jeunesse, itinérants, santé mentale, et etc., malgré leur importance, ça ne sera pas abordé aujourd'hui, bien qu'elle soit aussi mentionnée dans le plan d'action. Si vous voulez avoir accès au plan d'action, on pourra mettre l'adresse tantôt, mais ça tient compte de toutes les populations, protection de la jeunesse, et etc. Alors, la pandémie, les objectifs, c'est-à-dire, c'est de faire un bref retour sur la pandémie au Québec. Vous devez savoir qu'on n'a pas été épargné. Présenter les principales conclusions de la première vague et présenter le plan d'action pour une deuxième vague qui, on est en plein dedans, je pense, présentement. Alors, la première vague au Québec, les aînés ont évidemment été les plus touchés par la COVID. Plus de 91% des personnes qui sont décédées de cette maladie, c'était des personnes âgées de 70 ans et plus. Il y en avait 65% en CHSLD et à peu près 17% en RPA, des résidences privées pour aînés dans le fond. La capacité d'intervention du réseau, particulièrement dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, a rencontré d'importantes difficultés. Alors, je vous ai mis un petit graphique, des fois avec des couleurs, c'est plus facile de voir, même si là, c'est pas très grand. Ce qui est en rouge, dans le fond, c'est l'évolution du nombre de décès liés à la COVID au Québec selon le milieu de vie. Alors, on voit bien là, que la grande courbe, là, ici, là, la plus haute, c'était les CHSLD. Après ça, en orange, c'était les RPA. Puis les autres, c'était domicile ou les ressources intermédiaires et autres. Alors, on voit nettement là, la prédominance des CHSLD. Les principales difficultés qu'on a rencontrées, il y avait l'absence de gestionnaire imputable, c'est-à-dire que souvent, avec les réformes qu'il y avait eu auparavant, il y avait un gestionnaire qui pouvait s'occuper de 2, 3, 4 CHSLD en même temps. La capacité de la main-d'œuvre limitée, ça encourageait la mobilité puis le recours aux agences de placement. Ça veut dire que les employés travaillaient souvent dans plus qu'un CHSLD. Et les agences de placement qui fournissaient certains employés, eux autres aussi se promenaient d'un CHSLD à l'autre, et etc. Il y a eu un taux d'absentéisme élevé du personnel en santé et en services sociaux. La désertion du personnel dans certains milieux d'hébergement privé a accentué la pression sur le personnel du réseau qui a été appelé à compenser pour éviter des ruptures de service. Et la capacité d'intervention a été limitée en matière de prévention et de contrôle des infections. Je pense que cette capacité-là d'intervention en termes de prévention, contrôle des infections, ce n'était pas le point fort au Québec. On va en reparler tantôt. Alors, le plan d'action pour une deuxième vague, vous avez ici la grande diapo qui vous explique un petit peu tous les secteurs qui ont été touchés. Comme je l'ai dit tantôt, on ne les verra pas chacun en détail. On a essayé de s'attarder sur les axes d'intervention qui touchaient plus particulièrement les personnes âgées. Alors, l'axe 1, les milieux de vie pour les aînés. Alors, il y avait les objectifs puis les actions qu'on essayait de mettre en place en même temps. Diminuer les risques encourus par les personnes âgées, les personnes hébergées, c'est-à-dire maintenir l'accès sécuritaire au milieu de vie pour les proches aidants, s'assurer de l'imputabilité, c'est-à-dire d'identifier un gestionnaire responsable pour chaque CHSLD et soutenir les équipes médicales et administratives. Il y avait aussi de s'assurer que les partenaires publics et privés comprennent et assument leurs responsabilités respectives. Alors ça se traduisait dans les actions par clarifier les rôles et responsabilités des milieux de vie, puis apporter des modifications réglementaires requises, faciliter l'intervention exceptionnelle du gouvernement en cas de mise en danger d'une personne dans un milieu de vie. On pense ici peut-être un petit peu plus au CHSLD privé, et mettre en place des mécanismes de vigie régulière des milieux de vie privés.
Il y avait aussi d'améliorer la communication des gestionnaires des autorités publiques, puis des usagers et leurs proches. C'est-à-dire déployer des outils pour faciliter les communications et informatiser les CHSLD publics. Parce qu'on disait un petit peu à la blague, on était encore, jusqu'à tout récemment, et je pense qu'il y a certaines données qui sont encore maintenant transmises par fax. On penserait qu'avec les améliorations technologiques, ça a changé, mais en tout cas, au Québec, on a encore à l'occasion besoin de se servir des bons vieux fax. Alors, la rareté des gestionnaires, ça a été un des points importants. Dans le fond, l'absence d'un gestionnaire désigné par site qui serait responsable de la prise de décision et imputable des résultats. Plutôt que d'avoir un gestionnaire pour 2, 3, 4 CHSLD, comme je le mentionnais, on voulait avoir un gestionnaire par CHSLD. C'était difficile, parce que ça créait des problèmes, c'était difficile d'assurer la mise en œuvre adéquate des orientations et des priorités et d'obtenir une décision ou de soumettre des enjeux. Les communications, c'était effectivement compliqué. Cette dynamique-là n'était pas propice à une gestion de qualité puis à la stabilisation des équipes de travail. Les milieux de vie privés pour aînés, l'épidémie a fait ressortir des problématiques qui étaient déjà existantes avant la crise. Alors, sur le plan de la main-d'œuvre, on va y revenir tantôt, sur le plan des pratiques cliniques et sur la capacité de l'État à exercer un encadrement adéquat de ces milieux-là. Alors, tant au privé qu'au public, par contre, c'était essentiel de stabiliser le personnel afin d'assurer une prestation de soins et de services qui était requise par la clientèle. Les proches aidants, je pense que c'est à ce stade-ci que je cède la parole à Andréane. Oui, donc les proches aidants, les restrictions des visites des personnes proches aidantes dans les milieux ont eu beaucoup d'impact, que ce soit pour les personnes hébergées qui se sont senties privées de soutien. Il y a eu aussi un impact pour les proches aidants qui ont vécu de la détresse et de l'anxiété. La reconnaissance des personnes proches aidantes comme partenaires de soins et de services est importante à faire. Donc, selon le portrait épidémiologique qu'on aura, c'est important de permettre à ces personnes proches aidantes-là d'accéder de façon sécuritaire au milieu pour pouvoir offrir les soins et services à leurs proches. Selon un élément qui s'appuie sur une recommandation de la FCAS, c'est important de faire la distinction entre un visiteur et la personne proche aidant qui apporte plutôt un soutien significatif aux proches. Nos CHSLD ne sont pas des hôpitaux, donc c'est important, les milieux de vie pour aînés, que ce soit public ou privé, hébergent plusieurs centaines de personnes vulnérables à la maladie. On a eu 89 % de nos Québécois en centre d'hébergement qui sont décédés de la COVID en centre d'hébergement. Plusieurs milieux sont adaptés pour réduire ces caractéristiques-là hospitalières pour les rendre plus familières. Donc, c'est important de distinguer la notion milieu de vie versus milieu de soins. Ce qui ne fut pas facile avec l'arrivée de la première vague de la COVID. L'arrivée et la propagation rapide du virus ont mis en lumière la faiblesse de l'approche quant au regard de la prévention et contrôle des infections, donc PCI. On jumelle à ça les enjeux importants de main-d'œuvre qui ont contribué à l'apparition d'éclosions dans plusieurs milieux, amenant des conséquences graves, que ce soit le retrait de personnel infecté de la COVID ou en prévention en retrait pour 14 jours, ainsi que l'absence de personnel, par exemple, les médecins sur place pour bien faire l'évaluation de l'état de santé des patients. On parle des médecins, mais ça peut être d'autres intervenants également. Au niveau de l'axe 2, les personnes vulnérables. On a comme objectif de limiter les impacts de la crise sanitaire sur nos aînés. Par exemple, comme action, on a de maintenir le dépistage au minimum pour les... on a de maintenir le délestage, pas le dépistage, au minimum pour nos services sociaux et autres professionnels, de mettre en place des mesures pour pallier le déconditionnement de nos aînés, de réviser les approches de confinement et de diffuser des directives concernées et harmonisées selon les différents milieux. Donc, on le regroupe sur l'objectif de réduire les méfaits de la crise sanitaire sur la santé mentale de nos Québécois. Et on y va plus en détail au niveau de cet axe 2-là, sur le déconditionnement de nos aînés.
On sait que les personnes âgées aînées sont plus à risque de déconditionnement par le confinement à leur chambre, par exemple, par l'utilisation d'une porte de contention. Donc, il y a des impacts au niveau moteur, au niveau cognitif, au niveau social, une répercussion sur les AVQ, donc une perte d'autonomie, que ce soit une interdépendance, une indépendance qui est diminuée par rapport à nos soins. Donc, c'est important de prévenir ce déconditionnement-là. La première vague, par les mesures d'isolement, a entraîné des diminutions des capacités de nos aînés, ainsi que des complications, menant souvent à des hospitalisations et même des décès. Donc, c'est important pour la prochaine, dans le plan d'action pour la deuxième vague, de mettre en place des mesures pour pallier le déconditionnement, que ce soit de demander l'adaptation des milieux en bulles de vie. Donc, chaque unité ou chaque étage est spécifique en bulle de vie, permettant là, aux aînés de ne pas rester à leur chambre, de ne pas utiliser de porte ou de contention. Et ce sera de publier également des recommandations d'intervention et d'activités permettant de prévenir ce déconditionnement-là et de désigner des responsables pour mettre en œuvre des actions préventives au déconditionnement dans chaque établissement. Je pense aux éducateurs spécialisés qui ont un gros rôle à jouer dans l'application de mesures pour déconditionnement aux intervenants en TRP, techniciens en réadaptation physique ou physiothérapeute. Il y a des paniers de matériel de stimulation individuelle qui peuvent être mis à la chambre pour pouvoir permettre de stimuler nos aînés. Donc, je recède la parole à Diane pour l'axe 3. Merci, Andréane. Alors, l'axe 3, on était à la main-d'œuvre, qui a vraiment été une problématique là, assez importante ici au Québec, je ne sais pas ailleurs, mais ici vraiment. Là. Alors, un des objectifs, c'est d'augmenter le nombre de membres du personnel qui étaient formés en santé et en services sociaux. Une des actions pour ça, c'est d'accroître le recrutement puis la rétention des préposés dans les CHSLD. Il y avait aussi d'éliminer la main-d'œuvre, la mobilité de la main-d'œuvre, incluant la main-d'œuvre indépendante sous réserve d'une rupture de service. Et l'action pour ça, c'est d'interdire la mobilité des préposés aux bénéficiaires et de maintenir au minimum la mobilité des infirmières auxiliaires, des autres professionnels de la santé, tout en respectant les normes de prévention et de contrôle des infections. Et l'autre objectif, c'était de s'assurer de la poursuite de la formation des professionnels de la santé et des services sociaux en contexte de pandémie et accélérer l'intégration à l'emploi des nouveaux finissants. Alors, et ça, l'action, c'est d'assurer la capacité de réponse aux besoins de main-d'œuvre pendant la crise. Alors, de la façon dont tout ça s'est traduit, avant le déclenchement de la pandémie, la situation de la main-d'œuvre, le réseau de la santé et des services sociaux étaient confrontés déjà à une importante pénurie de main-d'œuvre, particulièrement pour les préposés aux bénéficiaires. C'était causé en partie par des conditions de travail généralement difficiles, une sous-valorisation des emplois en santé et une situation de plein emploi, là, presque caractérisant l'ensemble de l'économie québécoise. En contexte de pandémie, cette pénurie-là a été exacerbée alors que les besoins accrus ont mis une pression sur le système de santé et qu'une partie de la main-d'œuvre a été préventivement réaffectée ou retirée. Dans les milieux d'hébergement pour aînés, les exigences en matière de prévention et de contrôle des infections ont eu un impact majeur sur la capacité des équipes à répondre aux besoins des usagers parce que les procédures à respecter, quoiqu'essentielles, impliquaient des délais additionnels pour ces employés déjà surchargés. Et les milieux privés ont aussi été très touchés par la pénurie de main-d'œuvre, entre autres en raison de l'écart salarial qui existait à ce moment-là avec le secteur public. L'impact de la pandémie sur les ressources humaines. Alors, la pandémie a eu un impact majeur sur la main-d'œuvre du réseau alors que les besoins étaient déjà difficilement comblés. Un nombre important de travailleurs ont dû être retirés ou réaffectés afin de protéger leur santé des risques associés à la COVID. Il y a aussi un nombre important de travailleurs qui ont contracté la COVID et qui ont dû être en retrait ponctuel, c'est-à-dire selon une directive des autorités, évidemment, en isolement préventif, en attente d'un résultat de dépistage. Les travailleurs se sont absentés par souci de protéger leur propre santé ou celle d'un proche.
il y a eu aussi plusieurs personnes dans cette situation-là, en raison de l'inquiétude découlant des difficultés de distribution des équipements de protection individuelle, en raison aussi de l'incertitude quant aux conséquences de la COVID sur leur propre santé, la présence de mesures fédérales de soutien financier aux personnes et la détérioration des conditions de travail au cours de la crise. Ainsi, au plus fort de la crise, il y avait près de 12 000 employés du réseau qui étaient absents. Alors, vous comprendrez que c'est énorme. La mobilité de la main-d'œuvre, c'est un autre facteur important. Afin de maintenir le niveau de soins et des services essentiels dans les milieux privés et publics, un même employé pouvait œuvrer dans plusieurs installations. Une augmentation du recours aux agences, aux services d'agences de placement, bien, un des inconvénients, c'est qu'ils sont peu familiers avec les pratiques en prévention et contrôle des infections et leur impact sur la propagation du virus, bien, c'est certain. Par conséquent, des employés contaminés ont fait circuler le virus dans plusieurs milieux alors qu'ils étaient asymptomatiques. On a beaucoup entendu parler de ça, ça avait effectivement beaucoup de conséquences. Répondre aux besoins en période de crise. Alors, afin de pallier le manque de personnel et interdire la mobilité de la main-d'œuvre, il importe de mettre en place des mécanismes agiles, c'est-à-dire qu'on soit souple, qu'on soit capable de bouger rapidement. Et le déploiement d'équipes stables, c'est à privilégier. Cependant, le délai d'organisation d'une telle opération s'est avéré une problématique majeure. Les difficultés inhérentes à l'arrivée de membres du personnel peu expérimentés ou ne connaissant pas les lieux, l'organisation de travail, ni les usagers. Par exemple, il y a eu des soldats qui sont venus aider, il y a eu des bénévoles, il y a eu d'anciens professeurs, des chauffeurs d'autobus, un peu toutes sortes de monde, plein de bonne volonté, mais qui ne sont pas nécessairement au fait de ce qui se passe dans les CHSLD puis du genre de service qu'on peut rendre. En prévision d'une prochaine vague, les établissements de santé devraient constituer dès maintenant des équipes prêtes à être déployées dans des milieux affectés, tant au niveau local que par une opération de convergence des ressources interrégionales. C'est quelque chose qui a déjà été demandé aux établissements, pour ceux qui seraient moins touchés, de voir dans quelle mesure ils seraient capables d'aller donner un coup de main à un voisin dans une région qui est plus mal en point. Pardon. Oups, je vais être certaine que je suis bien. Bon, parfait. Alors, répondre aux besoins en période de crise. Alors, accroître le recrutement et la rétention des préposés en CHSLD. Alors, on a développé un programme de formation accéléré pour les préposés en CHSLD. Il y avait de la place pour 10 000 personnes. Là. Il y a eu, je ne sais pas, je pense que c'est 17 ou 18 000 personnes qui se sont inscrites. Il y a eu, bon, ils ont fait un peu comme un ménage dans tout ça, là, voir les personnes qui se qualifiaient, celles qui ne se qualifiaient pas. Déployer des mesures pour que les nouveaux préposés se voient offrir un poste à temps plein à la conclusion de leur formation. La formation durait 3 mois. Intégrer dans les CHSLD publics la première cohorte de ces préposés, pardon, qui avaient réussi la formation. Au final, on a à peu près ces 7500 nouveaux préposés qui ont été intégrés aux équipes des CHSLD en septembre. Il y a aussi on a fait un appel de candidature pour une deuxième cohorte de formation de 3000 préposés. Cette deuxième cohorte-là, elle a déjà commencé à faire sa formation et ce sont des gens qui devraient être prêts autour de décembre, janvier. On a aussi interdit la mobilité de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on a mis en œuvre un plan pour éliminer la mobilité de la main-d'œuvre pour les préposés aux bénéficiaires et maintenir au minimum la mobilité des infirmières auxiliaires et des autres professionnels de la santé, en respectant évidemment de façon stricte les normes de prévention et de contrôle des infections. Alors, il y a eu un arrêté ministériel qui est publié qui permet d'interdire la mobilité du personnel, incluant la main-d'œuvre indépendante, et de spécifier les obligations des agences de placement en ce qui a trait à la formation de leurs ressources en prévention et contrôle des infections. Alors, c'est en train de se faire. Je pense que ça ne se fait pas à la vitesse avec laquelle le ministre de la Santé voudrait que ce soit fait.
c'est pas simple non plus. On est encore à risque à l'occasion de bris de service. Donc, mais tout le monde travaille ardemment sur cet aspect-là. L'axe 4, les objectifs, on va passer rapidement parce que c'est un peu moins pertinent pour la clientèle des personnes âgées. C'était d'identifier rapidement les personnes qui ont contracté le virus, celles avec qui elles sont entrées en contact pendant la période de contagion, c'est-à-dire diffuser au réseau les priorités de dépistage à appliquer, réviser les processus, standardiser certaines pratiques, bon, etc. Et l'autre objectif, c'était de permettre une organisation des services favorisant une réponse agile adaptée aux besoins de la population et du système de santé. Alors, maintenir une capacité de prélèvement qui peut s'adapter à l'évolution de la situation épidémiologique et aux besoins de dépistage, améliorer la gouvernance et la performance du processus avec des outils informatiques et de gestion. Parce qu'on n'est quand même pas au fax pour tout le temps, partout, avec tout le monde, là. Alors, l'axe 5, la prévention et la gestion des éclosions. Alors, il y avait d'améliorer les pratiques en matière de prévention et de contrôle des infections dans les milieux de santé et les services sociaux. Avoir dans chaque établissement une personne attitrée aux mesures de prévention et de contrôle des infections et former, c'est peut-être moi qui ai bougé, excusez-moi, former et sensibiliser le personnel de la santé et des services sociaux à l'importance d'appliquer les mesures en prévention et contrôle des infections. Un autre des objectifs, c'est d'optimiser la collecte et le partage d'informations pour soutenir la prise de décision en santé publique et la rapidité d'intervention. C'est-à-dire, dans le fond, en action, on peut traduire ça par optimiser les processus de gestion des éclosions par le déploiement d'outils, planifier les actions en santé publique et soutenir les partenaires. Et l'autre objectif, c'est de bonifier la capacité des équipes de santé publique à poursuivre leur mandat pendant la crise. Optimiser les processus de gestion des éclosions par l'ajout de ressources humaines. Mais je vais céder la parole à Andréane qui va peut-être vous donner un peu plus de détails. Oui, au niveau de la prévention et contrôle des infections, on a dénoté plusieurs problèmes, notamment au niveau des connaissances et des compétences dans l'application efficace des mesures de prévention et contrôle des infections. La première vague a démontré qu'il y avait un niveau de connaissance qui était insuffisant de plusieurs membres du personnel qui a contribué à l'apparition d'éclosions tant chez les résidents que chez le personnel. Il y a également de la main-d'œuvre spécialisée en prévention des infections qui était en quantité limitée au Québec, ce qui a favorisé, dans le fond, la multiplicité des foyers d'éclosion par manque par retard, finalement, des délais d'intervention de ces équipes-là de prévention et contrôle des infections, ainsi que l'application des mesures efficaces pour contrôler les éclosions. Il y a également plusieurs établissements qui essayaient d'aller soutenir les milieux pris avec les éclosions, mais à la hauteur de la propagation du virus qui n'ont pas permis une gestion optimale, finalement, par faute de délai et de manque de main-d'œuvre et d'application de connaissances de prévention des infections. Il y a également des problèmes au niveau de la discipline et de l'organisation. Peut-être, Diane, si tu veux avancer les diapositives. Merci, Andréane. Donc, au niveau de la discipline et de l'organisation, il y a eu une absence de mécanismes pour s'assurer du respect des règles de base en prévention et contrôle d'infection, qui a occasionné des bris de sécurité importants dans la transmission du virus. Il y a également eu un fort roulement de personnel, notamment de l'induction de nouveaux personnels qui étaient peu qualifiés sur l'application des mesures de prévention. Il y a également eu, l'application des règles en matière de prévention et contrôle des infections qui ont reposé sur la sensibilisation, la formation, la discipline et l'organisation. Donc, ça s'est vite avéré insuffisant pour faire face à la pandémie et l'ampleur de la situation dans les milieux de vie pour les aînés. Donc, ça a occasionné que les modes des organisations dans plusieurs milieux de vie pour nos aînés, peu propice à l'application des mesures strictes et rigoureuses pour la prévention des infections. Donc, on remarque un manque de connaissances, une surcharge de travail qui est importante, une absence de gouvernance claire, un roulement personnel ainsi qu'un manque de discipline. Donc, la première vague de la pandémie nous indique également qu'il y a eu des lacunes dans la gouvernance, la prévention et le contrôle des infections dans les établissements, des modèles d'application qui étaient différents dans les établissements d'un à l'autre.
il y a des chaînes d'autorité qui restent difficiles à identifier. De sorte que l'autorité et l'imputabilité quant à la mise en œuvre des meilleures pratiques sont difficilement identifiables. Les solutions proposées. Donc, il y a eu un plan d'action spécifique par rapport à la prévention, contrôle des infections. Donc, la première vague, suite à la première vague, il était impératif d'augmenter les actions en matière de prévention, contrôle des infections. Donc, le plan spécifique a été développé en mai, avec une mise en œuvre qu'on souhaite avoir en place le plus rapidement possible pour renforcer les pratiques, entre autres, par la création ou le rehaussement d'équipes d'intervention en prévention, contrôle des infections. Il y a eu également des formations pour l'instauration de champions en prévention, contrôle d'infection pour chacun des corps de travail dans les milieux de vie relevant du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que des partenaires privés. Donc, une formation qui était en ligne, également en présentiel, pour développer là, des personnes qui étaient des sentinelles, si on peut dire, pour apporter de la surveillance dans les milieux et également exercer de la rétroaction aux équipes quant à la mise en place des mesures efficaces pour, exemple, mettre et retirer les équipements de protection individuelle. Le plan vise la formation de plus de 15 000 personnes aux principes fondamentaux de la prévention et du contrôle des infections. En prévision de la prochaine vague, les interventions en prévention et contrôle des infections doivent bénéficier d'une organisation plus structurée et d'avoir une chaîne de commandement claire pour guider les interventions dans les différents milieux. Au niveau de l'axe 6, l'organisation clinique qui a pour objectif le maintien d'une offre de services optimale et sécuritaire dans le contexte de la nouvelle réalité imposée par la présence de la COVID. Comme action, on avait de maintenir une offre de services optimale en chirurgie, endoscopie et également imagerie médicale. J'ai empiété sur ta partie, Diane. Au niveau de la capacité des lits, les sites non traditionnels, il y a eu des enjeux de prévention, de contrôle des infections, notamment la construction de chambres doubles ou multiples dans la centre d'hébergement, centre de réadaptation et centre hospitalier. Il y a eu des recours réduits à des chambres dans plusieurs milieux pour limiter la propagation, les risques de contagion. Il y a eu des impacts au niveau de la diminution de la disponibilité habituelle des lits. Donc, moins de lits disponibles, moins de lits pour accueillir des nouveaux résidents, ce qui a augmenté la durée moyenne de séjour en centre hospitalier, qui a fait un rétablissement qui est plus long pour nos aînés, donc un risque de déconditionnement plus grand. Diminution des transferts de ces patients-là vers leur milieu de vie, qui a eu un impact également. Donc, c'est nécessaire de mettre en place des solutions alternatives dans un contexte de besoins accrus où on doit augmenter la capacité d'accueil du réseau, éviter des situations de surcapacité dans les hôpitaux et construire des zones COVID ou des désignations d'unités spécifiques à COVID. On a également des modèles de sites non traditionnels qui ont été déployés. Donc, pour accueillir nos patients COVID, que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans des centres d'hébergement où il y a des unités qui ont été désignées. Donc, c'est la nécessité d'adapter les locaux pour accueillir ces patients-là. C'était variable d'une région à l'autre quant à l'application de ces sites non traditionnels-là. Ça a complexifié la gestion au point de vue administratif et logistique, tout le matériel qu'on devait transférer d'un milieu à l'autre. C'est une solution, par exemple, qui est flexible, facilitante pour répondre aux besoins de lits en période de crise sanitaire. Donc, ça a apporté des défis, mais aussi certaines solutions. Pour la deuxième vague, on met en place plutôt des centres d'hébergement avec des unités, des étages qui ont été spécifiques pour accueillir les cas de COVID, pour limiter la propagation de la contamination d'un résident à l'autre. Au niveau de l'axe 7, l'approvisionnement, donc on a des objectifs de sécuriser l'approvisionnement en médicaments et en équipements de protection individuelle, avec comme action de conclure des ententes avec des fabricants québécois pour des équipements de protection, de constituer d'ici décembre une réserve d'équipements de protection et d'échantillons équivalent à 4 à 6 mois de consommation en période de crise sanitaire, en sécurisant l'approvisionnement en médicaments critiques dans les établissements de santé, et de rehausser les inventaires en médicaments dans les départements de pharmacie à 90 jours d'activité pour les médicaments critiques. Comme action, constituer une réserve de surcapacité des médicaments critiques chez les grossistes en médicaments sous contrat avec les établissements de santé. Donc, plus en détail, on a
au niveau des équipements de protection individuelle et médicaments, une surenchère internationale pour les équipements de protection. Donc, c'est important d'y voir. Une consommation réelle des équipements qui est de l'ordre de 12 fois le volume habituel d'utilisation. Consommation qui est très largement supérieure à la normale concernant les médicaments contrôlés. Les incertitudes qui s'installent dans les chaînes d'approvisionnement, contrairement antérieurement où c'était des chaînes qui étaient fiables, structurées, axées sur le juste à temps. Les pressions qui sont mises sur l'approvisionnement des médicaments pour contrer finalement la limitation des fabricants. Une diminution des stocks au niveau critique à quelques reprises, l'imposition d'une structure rigoureuse de contrôle et de suivi sur l'utilisation des équipements afin qu'il n'y ait pas de pénurie d'équipements essentiels à certaines activités médicales. On remarque des inquiétudes chez le personnel qui sont préoccupés par l'accès en quantité suffisante des équipements et l'absence de certains membres du personnel par crainte pour leur santé et pour leur résidents. Il y a eu des variations dans la phase 1. Plusieurs avaient peur de manquer d'équipement. On a eu des directives qui étaient différentes d'un milieu à l'autre, d'une journée à l'autre et dans la même journée également. Par exemple, le port d'uniforme qui était obligatoire le matin et faute de matériel le midi n'était plus obligatoire. Pour ce qui est de l'utilisation des visières également, d'un centre c'était obligatoire et dans d'autres centres non. Donc c'est important là, d'avoir des actions pour la deuxième vague. Donc les actions pour les fournitures médicales, les fournitures et les médicaments. On a d'assurer l'approvisionnement d'équipements de protection individuelle en concluant des ententes avec des entreprises québécoises pour la fabrication de produits stratégiques, entre autres pour les masques N95, les masques de procédure, les visières, les blouses lavables. De compléter des commandes auprès des fournisseurs et des distributeurs afin de constituer une réserve provinciale. D'augmenter la capacité d'entreposage pour la réserve provinciale également. Comme deuxième action, de sécuriser l'approvisionnement en médicaments critiques dans les établissements de santé et services sociaux en faisant des appels d'offres sur invitation pour l'achat de médicaments nécessaires dans la constitution de la réserve, de rehausser les inventaires dans les départements de pharmacie des centres hospitaliers et de constituer une réserve de surcapacité des médicaments critiques chez les grossistes en médicaments sous contrat avec les établissements de santé et services sociaux. Alors, à toi, Diane, pour la gouvernance. Merci. Oups, je vais remettre ma caméra. Merci, Andréane. Alors, des fois, il faut que je mette mes lunettes quand c'est écrit trop petit. Les objectifs, c'était de s'assurer de la cohérence des actions du réseau, notamment dans la région de Montréal, et de l'organisation optimale des services afin de répondre adéquatement aux besoins de la population. Et en termes d'action, on essaie d'instaurer une gouvernance claire et agile afin de mieux coordonner l'action du ministère, du réseau et des partenaires, et assurer la disponibilité d'une information de gestion pertinente et de qualité. Alors, on s'est rendu compte, je pense qu'on savait qu'on avait une structure complexe, mais c'est souvent en situation de crise qu'on s'aperçoit jusqu'à quel point c'est complexe. Le système de santé québécois est structuré d'une façon qui rend difficile l'agilité et la proactivité parce qu'il est caractérisé par plusieurs lois et règlements et c'est absolument énorme comme structure. Le rôle de la santé publique, qui est dans le fond d'accroître la consultation des directeurs régionaux publics pendant la crise sanitaire, notamment par la table régionale des directeurs régionaux de santé publique et par des échanges bilatéraux avec les directions des régions plus touchées. Consulter sur une base régulière les établissements des régions concernées par des enjeux, des mesures et les directives spécifiques afin de s'assurer de l'adéquation des orientations ministérielles avec la réalité propre à chacun des territoires. Et assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations du rapport diagnostique sur la coordination des activités de santé publique et de prévention et contrôle des infections lors de la première vague de la pandémie à Montréal. Juste le titre, ça vous donne une idée, particulièrement celle qui concerne les structures de coordination stratégique et tactique. Et la région de Montréal, en ce sens-là, est un bel exemple de cette complexité-là. C'est-à-dire qu'il y a une structure de responsabilité régionale, mais chacun des 6 CIUS de Montréal, il y en a 5 CIUS, je pense, sur Montréal,
a aussi une direction de santé publique, donc la coordination est souvent complexe. Le partage des responsabilités et des ressources, le niveau opérationnel et la communication avec les autorités politiques. Ici. Les communications. L'objectif, c'était dans le fond d'informer les employés ou les collaborateurs du réseau concernés par une directive de façon claire en temps opportun et d'informer l'ensemble de la population de façon juste, efficace et cohérente. Alors, communiquer les directives ministérielles de manière intégrée et cohérente, faisait partie des actions. Informer la population des habitudes recommandées pour prévenir la transmission du virus. Diffuser des communications ciblées et adaptées aux différents publics. Assurer la cohérence de l'information diffusée sur le web. Ça faisait partie des actions qu'on voulait mettre en place. La diffusion des directives ministérielles. Alors, on trouvait qu'il y avait bien des directives, mais on s'est rendu compte qu'il y avait 260 directives qui ont été émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux au cours de la première vague de l'épidémie. Alors, quand on parle d'un haut volume d'informations, vous en avez une idée directement tout de suite, et les différentes adaptations qui ont été demandées et justifiées afin de tenir compte de l'évolution des connaissances sur le virus, mais également pour s'adapter à une problématique particulière visant la protection du public. En situation de crise, c'est normal que les processus habituels soient escamotés au profit de l'agilité, mais ça ne donne pas nécessairement d'excellents résultats. Les problèmes qui ont été rencontrés, c'est que la diffusion était peu structurée, il y a eu de la confusion puis de la frustration dans le réseau, il y avait une charge importante, il y avait des délais, il y avait des difficultés pour joindre et informer certaines catégories de personnes qui étaient concernées par les directives ministérielles, mais qui n'ont pas de lien d'emploi dans le réseau. Par exemple, les proches aidants, les bénévoles, les milieux privés, pour l'analyse et l'application des directives. Il y avait des écarts entre les messages véhiculés sur la place publique par le personnel soignant ou leurs représentants et les autorités gouvernementales. Il y a eu d'ailleurs même la mise en place d'une boîte courriel « On vous écoute » parce que ça arrivait très souvent que lors de la conférence de presse du ministre de la Santé, du premier ministre, etc., les journalistes avaient reçu des informations de la part d'employés qui ne correspondaient pas du tout à la réalité qui était transmise par le ministère. L'amélioration nécessaire du modèle de communication et des mécanismes qui le soutiennent pour une meilleure performance du contenu. Oui, c'est ça, meilleure performance en contexte de gestion de crise, une agilité organisationnelle et une plus grande cohérence. Un exemple, ça arrivait régulièrement que les établissements recevaient un téléphone vers 1h30, 2h, quand le point de presse était terminé, et puis qui informait les CHSLD des nouvelles directives. Parce que les gens du CHSLD travaillaient, etc., n'avaient pas nécessairement écouté le point de presse au même moment. Et donc, les familles avaient des informations que les intervenants n'avaient pas encore. Alors, ça ne venait pas simplifier les choses et ça augmentait la frustration de tout le monde, autant des proches aidants que des intervenants. La conclusion, c'est un événement exceptionnel, défi considérable pour tous les gouvernements. Protéger la population, soigner les personnes affectées. Les systèmes de santé sont déjà hautement sollicités en temps normal, au Québec définitivement, mais j'imagine que ça doit être pas mal partout comme ça. La possibilité d'une deuxième vague, on voudrait en tirer des leçons pour mieux se préparer. Établir un plan d'action afin d'adapter le système de santé et des services sociaux à cette nouvelle réalité. Préparer les correctifs nécessaires afin d'affronter cette éventuelle deuxième vague. On se rend compte qu'on s'est préparé. On aurait pu se préparer encore plus, mais la deuxième vague semble déjà être arrivée. Les aînés sont les plus touchés. Alors, la capacité d'intervention du réseau dans certains milieux de vie pour aînés, en particulier dans les centres d'hébergement de soins longue durée, a connu des ratées importantes, alors que la majorité des décès y ont été constatés. On veut définitivement essayer d'éviter de reproduire l'expérience. Le plan d'action vise à répondre à des problèmes précis
déployer d'ici la fin du mois de septembre des actions qui prennent en compte la capacité actuelle du réseau. Et c'est un plan qui est évidemment évolutif, c'est-à-dire qu'il y a une mise en œuvre qui se fait, il y a un suivi très étroit pour essayer d'apprécier la qualité de l'état de préparation du réseau. Et voilà, et peut-être qu'il y a des questions. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de regarder à côté. Donc, effectivement, Diane, merci et Andréane pour cette présentation. La boîte de clavardage est remplie de questions, donc je vais faire de mon mieux pour commencer au début, puis de vous poser les questions qui ont été posées tout au long de votre présentation. Et juste pour aviser aux participants qui nous écoutent aujourd'hui, si on n'a pas le temps de poser toutes les questions à Diane et Andréane, on va faire de notre mieux pour aller chercher des réponses et vous les partager par courriel par la suite. Donc, Diane, je vous pose la première question et ça remonte dès le début de la présentation en lien avec la diapo 20. Lorsque vous avez mentionné que vous fonctionnez toujours par fax, parfois dans la province. Je sais que ce n'est pas une anomalie, mais puis la question était pourquoi ce genre de communication n'a pas été identifié dès le début comme problématique et priorisé par le ministère ou par les organismes, les établissements? Bien, je pense que c'était connu que notre système de communication n'était pas à jour, qu'on avait d'importants ajustements à faire, par exemple au niveau informatique, etc. Par contre, ce qui a vraiment été frappant, c'est de s'apercevoir que quand on est en situation comme là de pandémie, où les informations doivent circuler très rapidement, puis qu'on ait toutes les informations rapidement, là, on s'est rendu compte que, oups, ça paraissait beaucoup qu'on n'était pas ajusté. Alors, il y a beaucoup de travail qui s'est fait là-dessus. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, mais c'est effectivement pas terminé. Alors, je pense que c'est l'urgence de la situation qui a mis vraiment en lumière combien c'était handicapant, j'oserais dire, comme niveau de fonctionnement que d'avoir des fax. C'était pratique à l'époque, les fax, mais c'est un petit peu dépassé. Là. Merci. On a une question en lien avec les proches aidants, donc peut-être on va commencer avec Diane, puis par la suite, je vais demander à Andréane de rajouter. Donc, pendant tout le long de votre présentation dans la boîte de clavardage, on mentionnait l'importance des proches aidants pour plusieurs raisons, mais en fait, un de leurs rôles importants, c'est de signaler les lacunes au niveau des CHSLD, des résidences privées, même pré-pandémie. Donc, vous en avez mentionné quelques-unes à la diapo 25. Donc, comment est-ce que vous voyez le rôle des proches aidants? Je sais qu'il y a eu des changements depuis la vague 1 et la vague 2, mais est-ce que vous voyez une différence au niveau de leur rôle avec cette deuxième vague, au niveau des CHSLD en lien avec leur présence en soins de longue durée? Mais je pense que c'est une des choses que les familles, les proches aidants et les intervenants ont trouvé extrêmement difficile pendant la première vague. La présence des proches aidants, je vous dirais de façon générale, c'est encouragé, c'est apprécié. Les équipes travaillent avec les proches aidants, avec les familles. Et tout à coup, pendant la première vague, on a comme mis un stop à tout ça pour essayer de contrôler la pandémie, pour pas qu'il y ait trop de contacts, pour éviter que tout le monde l'attrape. Mais ça a eu des répercussions absolument terribles. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de procédures qui ont été modifiées pour la deuxième vague. Par exemple, les proches aidants peuvent continuer de visiter présentement, même s'il y a des difficultés au niveau de la deuxième vague. On s'est rendu compte que ça avait eu des répercussions au niveau des fonctions cognitives, de la mobilité, bon, etc. Là, tout le monde connaît ça. On s'est dit non, il ne faut pas refaire ça. Puis les familles, je pense, apprécient beaucoup là, cette souplesse-là qui est arrivée. Là. Andréane, peut-être, a plus d'exemples même que moi. Oui, donc Andréane, je vous pose la même question, mais peut-être avec un volet plus prévention des infections. On sait qu'il y a eu beaucoup de travail ou l'objectif principal était vraiment de miser sur la formation en prévention des infections au niveau du personnel. Est-ce que cette même formation a été offerte aux proches aidants lorsqu'ils rentraient dans les CHSLD? Andréane, je vous pose la question. Oui, en fait, il y a eu des petites capsules de formation qui ont été développées pour ces proches aidants-là, qui étaient dans le fond diffusées par chacun des milieux.
Au lieu d'être une formation générale pour tous, c'était des normes qui étaient descendues et chacun des milieux de vie devait enseigner aux familles, à chacun des proches aidants, des éléments de prévention, contrôle des infections et veiller à l'application de ces mesures-là. Puis pour continuer sur le même volet, est-ce que, étant donné qu'il y avait des problématiques au niveau de la formation sur la prévention des infections même avant la pandémie, est-ce que le réseau envisage embaucher plus de personnel autorisé à cet effet-là pour venir prêter main forte en prévention des infections, ou c'est vraiment par la formation de tout le personnel qui vont atteindre cet objectif? Veux-tu y aller? Andréane, Andréane en premier. En fait, dans chacun des milieux, il y a des agents garda, je ne sais pas comment vous les appelez, pour le contrôle. Donc, il y a un registre qui est signé à l'entrée des milieux avec l'application des mesures. Donc, on ne peut pas franchir au-delà de la porte d'entrée si on n'a pas chacune des mesures qui sont appliquées avec tout l'équipement de protection individuelle. Également, les ressources des milieux qui ont été formés dans les sentinelles qui doivent mettre en place et s'assurer de l'application par les proches aidants de ces mesures-là de contrôle. Diane, est-ce que tu voulais rajouter? Oui, bien, ce que j'ajouterais, je ne sais pas s'il y a eu d'embauche de personnes qui étaient particulièrement dédiées à la prévention et au contrôle des infections, mais possiblement que dans certains milieux, c'est ce que ça a donné. Tout le monde avait une équipe de prévention, de contrôle et de contrôle des infections, mais qui n'avait jamais eu besoin de se déployer à cette échelle-là. Quand il y avait, par exemple, de l'influenza ou des gastros, par exemple, ou des choses comme ça, c'était souvent dans une unité qu'on pouvait isoler pendant ce temps-là. On limitait les visites ou les contacts. Puis, bon, ça se terminait là. Cette fois-ci, je pense qu'un peu tout le monde a été dépassé par l'ampleur que ça a pris dans les CHSLD, la contagion qui était rapide, qui était, on ne pouvait pas vraiment la prévoir parce qu'on avait des personnes qui étaient asymptomatiques, etc. Fait que ça a vraiment mis le focus sur l'importance de toutes les mesures de prévention, contrôle des infections qu'on avait peut-être un petit peu négligées avant, puis que là, on a fait comme, oups, vraiment, il faut mettre l'accent là-dessus. Là. Et puis ça inclut les familles aussi. Là, quand il y avait, par exemple, dans une unité, une éclosion d'influenza, bien, les familles pouvaient ne pas venir pendant quelques jours, peut-être une semaine, ou des fois, on modifiait les heures de visite ou des choses comme ça, mais ça ne se compare pas à ce qu'on a vécu là, au printemps. Puis pour continuer sur le même sujet, il y avait une question en lien avec, si vous pouvez commenter peut-être Andréane, sur comment la gestion des éclosions se faisait pré-COVID, étant donné toutes les lacunes qui ont été identifiées au niveau de la main-d'œuvre, la formation du personnel. Est-ce que la gestion des éclosions était difficile même avant la pandémie ou c'était différent? C'était difficile même avant, particulièrement avec notre clientèle là, avec troubles cognitifs et errance. Donc, de limiter l'errance de ces résidents-là était difficile. Donc, c'est le retour parfois aux mesures de contention. On a de la difficulté à faire un retour en arrière. Ça nous confronte les valeurs. Je dirais que la gestion maintenant est différente avec nos cas de COVID où ils sont déplacés sur une unité spécifique COVID qui leur permet de continuer à faire de l'errance. Donc, la gestion est différente. Il y a des mesures alternatives comme des portes mobiles où on peut déplacer selon la propagation là, du virus pour limiter la propagation et permettre aux gens de continuer à se déplacer sur l'unité. Il y a une gestion qui est différente. Là. Avant, on gérait autrement en limitant les cas. Maintenant, on les laisse circuler, mais pour limiter la propagation. Parfait. On va passer sur un autre thème. On va passer à la mobilisation du personnel. Donc, je vais poser la question à Diane. Est-ce qu'il y avait des incitatifs pour tous les PAB qui ont été formés? C'était quoi l'aspect qui a motivé tous ces gens-là à se porter volontaire puis maintenant aller travailler dans les CHSLD comme préposés aux bénéficiaires? Bien, un des incitatifs, ça a été la question monétaire.
OK, ça va. J'ai touché un bouton quelconque, là, puis j'entendais la traduction simultanée. Les incitations financières ont été assez importantes. Les gens se sont... là, il faut que je fasse quelque chose parce que j'entends toute la traduction à mesure. Oui, je vais aviser à nos productrices qu'on entend la traduction anglais lorsque Diane parle en même temps qu'en français. OK. Ils sont en train de sont en train de regarder la situation. Je sais que c'est fatigant un peu, Diane, mais si tu peux continuer. Les gens m'entendent bien, ça va. Alors, c'est ça. Il y a eu des incitations financières. Les gens étaient payés pendant la formation, à raison, je pense, c'était 21 de l'heure. Il y a aussi des primes qui avaient été ajoutées pour les préposés qui étaient déjà en CHSLD, une prime COVID, une prime de différents types. Il y avait aussi mute your computer speakers. Oui, je pense qu'il faut mettre vos haut-parleurs en sourdine. C'est moi, c'est personne d'autre. Bon, voilà, je pense que j'ai réglé mon problème. C'était mon erreur, désolée. Il y a eu aussi la promesse qui a été faite à tous ces nouveaux employés-là que quand leur formation serait terminée, ils obtiendraient un emploi à temps plein dans les CCCIUS. Alors, tout ça mis ensemble, et le salaire serait de 26 de l'heure, ce qui était quand même une nette augmentation par rapport au salaire moyen qui était offert à l'époque aux employés, par exemple, surtout pour les préposés aux bénéficiaires. Là. Alors, ça a fait, c'est sûr que ça a mobilisé beaucoup de personnes qui se disaient, ben c'est un salaire intéressant. Les gens aussi avaient entendu parler de ce qui se passait en CHSLD. Les CHSLD, avant, c'était peu connu, sinon une histoire un peu d'horreur à l'occasion dans les journaux, il est arrivé telle chose, mais de façon générale, les gens ne connaissaient pas tout ce qui se faisait en CHSLD, puis je pense tout le contact bien intéressant que les employés peuvent avoir avec les résidents. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs personnes. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés, on s'entend. Il y a eu, durant l'été, ces employés-là étaient en stage dans chacun des CCCIUS, là, en proportion du nombre de personnes qui étaient nécessaires. Des fois, ça créait des tiraillements, j'oserais dire, entre les préposés réguliers et les nouveaux qui arrivaient. Mais de façon générale, ces gens-là ont été très bien accueillis parce qu'ils apportaient vraiment une bouffée d'air. Les gens disaient, enfin, on va avoir des gens pour nous aider. Fait que ça a été, puis la formation, il y avait déjà un programme de formation pour les préposés, mais elle a été évidemment condensée. Et la formation s'est faite sur 3 mois, dont au moins la moitié en stage où on pratiquait ce que les gens avaient appris. Alors, ça a été une mobilisation effectivement très intéressante et très importante pour le réseau. Effectivement. J'ai encore une liste de questions à vous poser, mais je pense que, étant donné l'heure, je vais vous renvoyer les questions par courriel. Donc, évidemment, vous voyez l'intérêt que ça a suscité votre présentation en lien avec le plan d'action provincial, parce qu'évidemment, on vit tous les mêmes enjeux. Donc, merci beaucoup, Andréane et Diane, et on va faire un retour avec nos conférencières pour répondre à toutes vos questions. Donc, merci beaucoup. Évidemment, il y avait beaucoup de questions et beaucoup les gens, ils veulent vos ressources et comprendre un peu mieux comment vous avez fait. Donc, juste pour vous rappeler que notre programme continue. Donc, si vous voulez participer à notre programme, vous pouvez toujours vous inscrire. Et aussi, on a l'outil d'auto-évaluation que vous devez compléter afin d'avoir accès au fonds de démarrage et aussi au coaching. Et comme vous le savez déjà, nos caucus nationaux en soins longue durée ainsi que notre série virtuelle de webinaires est disponible à tous. Donc, on vous attend le 22 octobre
pour continuer la discussion sur la prévention. Donc, nous allons avoir Jessie McCall de Institute for Healthcare Improvement qui va présenter à notre prochain caucus. Et le 5 novembre, on va accueillir des gens de Alberta Health Services, donc Sylvia Wong, Kettle et Gift Obogu. Donc, ça, c'est pour nos caucus. Et notre prochain webinaire aura lieu le 9 novembre, qui sera plus axé sur le thème personnel. Donc, on vous attend à ces 3 prochaines rencontres et rendez-vous. Et nous allons aussi faire un retour avec nos conférencières pour répondre à toutes vos questions. Donc, évidemment, si vous voulez en savoir plus ou vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer des courriels à notre adresse courriel à la Fondation. Et donc, je vous remercie.